Le coin luxe, parce que l'univers du luxe ce n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et l'hôte de ce podcast. Et bienvenue dans cet épisode consacré à la haute couture et plus particulièrement à la semaine de la haute couture printemps-été 2025 qui a eu lieu cette fin de janvier 2025. J'ai déjà fait un petit épisode qui résume ce que c'est que la haute couture et je vous incite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, puisqu'aujourd'hui on va revenir sur les moments forts de cette semaine de la mode parisienne, où évidemment la créativité, l'innovation et l'artisanat d'exception se sont rencontrés. Comme à chaque fois, on le sait, la haute couture, ça ne représente pas seulement une affaire de vêtements, ça va refléter aussi l'époque, les tendances culturelles et artistiques, et aussi les préoccupations sociétales, et ça a été le cas durant cette semaine. Et j'ai hâte de vous parler de ces silhouettes spectaculaires, de ces défilés qu'on a eus, et des tendances émergentes qu'on a pu voir sur les podiums. Alors, comment vous parler de la semaine de la haute couture sans commencer par vous parler des défilés marquants? Et évidemment, le premier qui me vient en tête, c'est celui de Jean-Paul Gaultier par Ludovic de Saint-Sernin. Peut-être que vous ne le savez pas, mais chaque saison, Jean-Paul Gaultier invite un créateur à designer en fait une collection haute couture pour sa maison. Et cette saison, c'est Ludovic de Saint-Sernin qui a relevé le défi. Le nom de cette collection s'appelle Le Naufrage et elle nous a quand même tous transportés dans cet univers marin, sensuel, théâtral. Donc on sait que Ludovic de Saint-Sernin aime beaucoup ce côté théâtral, sensuel, mais le côté marin est un peu inédit en fait dans ses collections. Et puis, il a réussi à quand même retranscrire toute l'ADN de Jean-Paul Gaultier avec sa vision à lui, ce qui est assez exceptionnel. Donc évidemment, en termes de silhouette, on a pu voir des corsets qui évoquaient notamment l'écume. On a vu des silhouettes inspirées des voiles de bateau. On a vu aussi des détails avec comme des cordes de bateau. Alors je suis pas du tout dans le nautique, donc je m'exprime avec mes propres mots, mais vous avez compris, le tout était ponctué marin avec des silhouettes très sirènes aussi, et le tout, comme je le disais, très sensuel, très théâtral, et évidemment avec cette touche Jean-Paul Gaultier qui est obligatoire puisqu'il prend le lead de la collection Jean-Paul Gaultier. Pour moi, il a fait une réinterprétation complètement moderne et sensuelle du style iconique de Jean-Paul Gaultier, mais à sa manière, et il a donné un nouveau tournant à cette maison. D'ailleurs, je suis assez curieuse de savoir qui vous pensez, qui vous souhaiteriez plutôt voir comme prochain designer pour la maison Jean-Paul Gaultier. Bon, il y a des rumeurs qui disent que potentiellement il y aura un directeur artistique régulier, enfin du coup qui sera embauché pour tout le long pour un contrat. Mais on va partir sur les faits réels, c'est-à-dire le couturier ponctuel et pour la collection qui sera du coup dévoilée en juillet 2025. Pour être honnête, moi je vois bien John Galliano reprendre les rênes. On sait que c'est un maître dans l'art de la couture. Aujourd'hui, il a plus de maison, il est plus directeur artistique de la maison Margiela, donc ça pourrait être un petit défi qui se relèverait à lui-même, mais aussi pour Jean-Paul Gaultier. Et je pense que son style pourrait totalement convenir avec l'ADN de Jean-Paul Gaultier. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais en tout cas, moi, c'est le nom que j'ai en tête. Mais je suis très curieuse de savoir qui vous avez d'autres comme designer qui pourrait faire le job. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, le deuxième qui me vient en tête, c'est Kevin Germany. Kevin Germany, on le connaît pour son art qui est sur l'upcycling. Il fait beaucoup de... Enfin, ses silhouettes sont complètement upcyclées et il est sur le calendrier de la Fashion Week prêt-à-porter depuis maintenant 2 ou 3 ans, si je me trompe pas. Et cette année, c'était son premier défilé haute couture, donc un défi qu'il avait hâte
de relever, surtout qu'il a eu une grande médiatisation grâce aux JO et sa portée dans le monde. Donc, je pense qu'il avait envie de relever un nouveau défi artistique en montrant que ces collections qui sont souvent vues en prêt-à-porter peuvent l'être aussi en haute couture et montrer qu'il a la qualité pour le faire. Donc, c'était son premier défilé. Il a fait son entrée officielle dans le monde de la haute couture et évidemment, il a été fidèle à son engagement pour une mode durable. On a vu une collection euh, avec des perles et des matériaux complètement recyclés. Et évidemment, on a retrouvé la patte de Kevin Germanier. C'est coloré, c'est perlé, c'est glamour, c'est à la fois futuriste, c'est des silhouettes qu'on voit pas forcément. C'est grand, c'est en fait, le terme qui me revient le plus, c'est surtout coloré, mais à la fois upcyclé avec des matières et des matériaux qu'on voit pas souvent, notamment les perles. Il y a une utilisation de PVC aussi différente et la mariée de Jean-Paul Gaultier qui était du coup incarnée par la grande dame, finaliste de la saison 1 de Drag Race France, nous a permis donc c'était une sorte alors peut-être que le parallèle est mauvais, mais c'était une sorte d'oursin blanc très perlé, très 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 dynamique, mais aussi comment dire avec une sorte de transparence et de brillance qui a donné un nouveau glam en fait à cette mariée par Kevin Germanier pour sa première mariée haute couture. Donc pour moi, c'est un premier défilé prometteur. Ça va marquer un tournant dans la vie de cette maison de luxe et j'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite pour Kevin Germanier. Malheureusement, j'ai vu qu'il n'était pas au calendrier prêt-à-porter de la Fashion Week, donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'espère qu'il sera de nouveau au calendrier haute couture en juillet et j'ai hâte vraiment de revoir ce qu'il va nous proposer pour la suite. La troisième maison dont je vais vous parler, c'est Schiaparelli, parce que comment parler de la haute couture sans parler de Schiaparelli et de Daniel Rosberry. Je vous ai fait d'ailleurs un épisode, c'est le dernier épisode du Coin Luxe sur Daniel Rosberry, qui est le directeur artistique de Schiaparelli. Et cette fois-ci, du coup, il a puisé son inspiration dans le mythe d'Icare. Donc je vous l'avais dit, il utilise beaucoup l'histoire et la mythologie pour s'inspirer pour ces nouvelles collections. Et là, c'est donc le mythe d'Icare. Et cette collection, elle illustre la quête du dépassement de soi. On a des pièces culturelles qui jouent dans l'excès et l'audace. Et d'ailleurs, sur le podium, on a pu voir Kendall Jenner qui a marqué les esprits puisqu'en fait, elle avait une robe en illusion avec qui mettait en valeur sa taille réelle, mais à la fois en accentuant un travail de construction et d'innovation dans la maison qui était assez exceptionnel. Encore une fois, c'est un 10 sur 10 hein, pour Schiaparelli, mais comment parler de haute couture sans parler de Schiaparelli? Voilà, je vous le demande, je pense que ce n'est pas vraiment possible. Évidemment, on va parler de Valentino. C'était le premier défilé haute couture par Alessandro Michele qui a rejoint du coup en 2024 la maison Valentino. C'était la première collection haute couture qu'il présentait pour la maison Valentino. Il a d'ailleurs nommé cette collection vertigineux et il faut dire qu'il a fait sensation avec cette approche dramatique où il a su mêler le coloré, l'esthétique baroque, et revenir dans les archives du créateur Valentino pour proposer de nouvelles silhouettes tout en s'inspirant de l'histoire de Valentino. On a eu des jeux de volume, des broderies somptueuses et il a réussi ce fabuleux mélange qu'on attend des directeurs artistiques pour les maisons entre l'ADN et de la maison Valentino, là en l'occurrence, et sa vision des choses. Donc c'était quelque chose de réussi, quelque chose de coloré et voilà. Ensuite, je vais parler de Chanel qui, je le rappelle, propose une collection sans directeur artistique,
Donc là, c'était une collection haute couture sans directeur artistique, mais qui était empreinte de nostalgie, d'une ambiance rétro, qui s'est inspirée de l'âge d'or hollywoodien. On a pu voir sur le défilé l'utilisation de couleurs pastel assez délicates, des coupes qu'on va appeler des coupes classiques revisitées et évidemment un hommage évident au savoir-faire des ateliers de la maison. Je pense que via ce défilé haute couture designé par les studios Chanel, on a un retour à l'élégance intemporelle qui caractérise Chanel, mais surtout un retour aux fondamentaux essentiels avant de laisser la place à Mathieu Blasi qui va bientôt les rejoindre. Évidemment, cette Fashion Week, elle a également été marquée par des absences notables. Moi, j'ai surtout noté Robert Woon et Iris Van Herpen que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup leur travail et malheureusement, ils n'étaient pas au calendrier de la haute couture et j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'ils ont une approche assez futuriste de la mode et je trouve que ça a quand même laissé un vide dans le paysage de la haute couture cette saison, d'autant plus que leurs créations, elles sont expérimentales, toujours très attendues. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de créer quelque chose en coulisses de plus important? Est-ce qu'il y a des changements qui vont être opérés dans le cadre de ce grand jeu des chaises musicales dont je vais bientôt vous reparler? On ne sait pas, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ça a laissé un vide. Est-ce que vous, par exemple, vous avez d'autres collections, enfin d'autres maisons qui vous ont manqué pendant cette Fashion Week haute couture ou pas du tout? Comme à chaque fois lors de semaines de Fashion Week et ici pendant cette semaine de haute couture, on a quelques tendances qui ont émergé. J'en ai noté trois particulièrement. La première, c'est l'évasion et le fantastique. C'est vrai qu'on est dans un contexte mondial complètement instable et il y a ce besoin, j'ai l'impression, de la part des créateurs et des consommateurs de mode de redonner cette dimension beaucoup plus onirique que jamais à la mode. On a pu voir qu'il y a de nombreux créateurs qui ont proposé des collections qui s'apparentent à des contes de fées modernes, avec des silhouettes féeriques. On a cette inspiration mythologique, comme je le disais, avec Daniel Roseberry chez Schiaparelli, ou encore les sirènes, l'air marin de Ludovic de Saint-Cernin chez Gautier, qui sont de parfaits exemples de ce qui est en train de se passer. On est plus que jamais dans l'envie de s'évader, et ce grâce à la mode, en réinventant un petit peu euh, cet imaginaire qui a besoin d'être raconté d'une autre manière et d'être différent de ce qu'est la vie sur Terre, si je peux me permettre, de tout ce qu'on est en train de subir et de montrer cette différence qu'il y a entre les collections et la mode et évidemment ce qui se passe dans la société en gardant quand même ce lien. Il y a aussi ce que j'ai noté, c'était la sensualité, la transparence. Ça a été l'une des grandes tendances de cette saison. On marque à nouveau les formes sur les silhouettes. On a ce besoin de transparence qui est quasiment omniprésente dans à peu près dans toutes les collections. Il y a un jeu de transparence dans la haute couture et il y a cette sensualité qui est apportée via euh, la redéfinition des silhouettes d'une autre manière, comme on l'a vu avec Schiaparelli et la redéfinition de la taille et des hanches. On a la maîtrise des matières légères qui révèlent des bouts de corps sans vraiment les révéler. Euh, on a euh, on a tout ça qui est mis en place et en perspective. Et je pense que ça permet de s'interroger sur la vulnérabilité et la force à travers des coupes complètement épurées et cette approche de nouveau sur l'intime du vêtement. Enfin, évidemment, je vais vous parler de la durabilité et de l'upcycling. Plus que jamais, la haute couture, elle va s'orienter vers ces pratiques beaucoup plus durables. Kevin Jarmany, c'est l'exemple même. C'est celui que je cite à chaque fois que je dois parler
d'un créateur qui, qui, euh, qui, qui met en avant la mode durable. Je parle de lui et de Stella McCartney. Là, Kevin Germany a fait son entrée dans la haute couture et a mis en avant ces, cette notion de durabilité et ces valeurs qu'il a par rapport à ça. Il y a un autre nom qui a à retenir, hein, c'est celui de Ronald van der Kamp, qui a présenté une collection lui aussi entièrement recyclée, upcyclée, pardon, avec des créations qui mêlaient des éléments inattendus comme des bijoux en plastique recyclé, des vêtements conçus à partir de chutes de tissu vintage. C'est une démonstration magistrale du potentiel de l'upcycling en haute couture et je pense que pour la suite, peut-être que d'autres maisons vont se tourner, peut-être pas une collection entière upcyclée, mais peut-être au moins avoir 2 ou 3 silhouettes dans chaque collection qui seraient upcyclées. Faut voir, peut-être que ça va faire évoluer les choses en tout cas. Alors cette saison haute couture printemps-été 2025, elle nous a offert un spectacle riche en émotions, en créativité, en émotions, en innovation, pardon. Et il faut dire qu'entre cette nouvelle prise de pouvoir créative, les collections engagées, les tendances fortes, on voit que la mode continue de se réinventer tout en restant fidèle à cette essence, l'expression du rêve et de l'artisanat d'exception, mais en gardant en esprit que l'histoire et l'héritage est de plus en plus important pour chaque collection. Alors, moi j'aimerais savoir, qu'avez-vous pensé de cette saison? Quelles collections vous ont marqué? Et n'hésitez pas à réagir et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Coin Luxe. À très vite.